Bonjour à toutes et à tous, chers partenaires. Très heureux de vous accueillir pour ouvrir cette matinée de travail dont la thématique est la RAPT, Réponse accompagnée pour tous, en somme. Comme vous le savez, le département ainsi que l'ARS et l'Éducation nationale ont signé ensemble une lettre d'engagement auprès de la CNSA afin de contribuer à la mise en œuvre de cette démarche dans le département, et cela dès novembre 2016, déjà 2 ans. Ce choix, nous l'avons fait car nous avons pu le mettre en évidence, comme a pu le mettre en évidence, Denis Pichetot, conseiller d'État, dans son rapport, je le cite, « Les situations de rupture ou critiques, si elles surviennent, c'est en raison aussi de dysfonctionnements qu'il faut se forcer à corriger. En effet, la tentation est forte de penser que ces situations sont marginales et que de les traiter individuellement réglerait tous les problèmes. Effectivement, il nous faut être lucide pour régler les problèmes de ces enfants ou adultes sans solution de prise en charge qui appellent à revoir en profondeur et de manière structurelle nos pratiques professionnelles, mais aussi à assouplir sûrement certaines règles administratives. On se devait donc collectivement, c'est ce que nous avons fait bien sûr, nous engager et engager les institutions auprès de la MDPH pour une transformation inédite de l'offre, mais aussi des règles du jeu, si on peut parler de jeu, entre les acteurs du territoire. L'objectif partagé avec nos partenaires de l'ARS en ce qui concerne notre territoire est également de transformer l'offre en tenant compte des attentes et des besoins des personnes et ou de leurs familles. Cette transformation se fera en privilégiant, pour ceux qui peuvent y avoir accès, à des modèles plus inclusifs, par exemple avec plus de services à la personne, tout en restant bien sûr attentif à ceux pour qui la vie en milieu ordinaire est et restera toujours complexe. Les établissements et les services médico-sociaux se sont vus aussi très sollicités depuis le démarrage, et je tenais à saluer également la présence de certains de leurs représentants dans les groupes de réflexion sur le comment améliorer le partenariat, la coordination, etc. Je sais que vos pratiques sont bousculées, que régulièrement vous êtes sollicités par l'unité RAPT pour accueillir un enfant ou un adulte sans solution, que vous tentez de répondre favorablement, même si j'ai bien conscience que la tâche est souvent compliquée, très compliquée. Je n'oublierai pas non plus les acteurs du champ sanitaire, souvent impliqués dans la prise en charge partielle des situations complexes nécessitant l'intervention du soin. Si au cours de l'année 2018, les sollicitations de la MDPH se sont centrées autour de situations individuelles, en 2019, nous allons privilégier un nouveau champ de la réponse accompagnée, à savoir la transformation structurelle des institutions. Je citerai en exemple les procédures d'admission et notamment la modélisation d'un formulaire unique pour les usagers et les professionnels. Il va de soi que la tâche n'est donc pas terminée. Si nous avons organisé ce temps d'échange aujourd'hui, c'est pour vous informer de l'ensemble des transformations qui se dessinent sur le plan départemental, mais aussi de vous présenter une charte de bonnes pratiques, comme l'a rappelé Mme Godard en préambule, qui est le fruit d'une concertation partenariale large. Ce seront, à débattre, 7 engagements proposés dans le document qui illustrent la nécessité de poser des actes et des principes forts qui vont permettre de développer un partenariat concerté et soutenu. Elle sera donc dévoilée ce matin et fera l'objet d'une signature officielle, je l'espère, en début 2019. En conclusion, la RAPT nous donne l'occasion de transformer les pratiques, de travailler une société plus inclusive, où chacun pourra trouver sa place et pourra s'épanouir. En construisant ce partenariat fort, clé de voûte de la réussite, nous permettrons aux personnes qui en ont plus besoin d'accéder à leur projet de vie. C'est bien ce challenge qu'il nous faut réussir collectivement, car vous le savez, c'est le projet qui fait notre responsabilité. Merci de votre attention. On se doit collectivement, notre responsabilité est là, de garantir une société plus inclusive. C'est aujourd'hui notre ligne de conduite. Le tout en garantissant à chacun une réponse adaptée à sa situation, quelle qu'elle soit. 4 principes fondamentaux pour la réponse accompagnée pour tous. Le premier, c'est le principe de subsidiarité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons avant tout permettre à chacun d'évoluer dans le milieu ordinaire et à défaut de réponse le permettant, d'apporter une réponse institutionnelle. Dans cette logique-là, plutôt
le tout devant permettre de garantir un parcours de vie coordonné, adapté aux besoins et surtout adapté aux capacités de chacun. On se doit, au titre de l'efficience, de mobiliser les moyens d'accompagnement les plus spécialisés pour les personnes dans la plus grande difficulté. Là encore, on se doit, il va y avoir des évolutions. Il y a ceux qui entrent dans le dispositif et il y a ceux qui sont aujourd'hui déjà pris en charge. Demain, notre responsabilité sera aussi d'analyser la situation des personnes qui sont aujourd'hui prises en charge. Sont-elles accompagnées de la meilleure manière? Peut-on faire autrement pour celles-ci? Le quatrième axe de la réponse accompagnée pour tous, c'est la co-responsabilité. On y reviendra ultérieurement, mais je pense que la présence de chacun ici est le signe que tout cela est bien acquis de tous. Cette dynamique est telle que la feuille de route que nous avons construite a fait l'objet de nombreux travaux, de nombreuses réunions de travail, et là encore, un grand merci à tous pour votre engagement. On sent bien à quel point la responsabilité collective aujourd'hui qui pèse sur nous est mesurée. Je pense qu'on peut se dire que tous les ingrédients sont réunis pour que demain, nous soyons en capacité d'apporter à chacun la meilleure réponse. Je dois souligner l'importance de maintenir le niveau de partenariat que nous avons engagé jusqu'ici et sa qualité, pour rendre plus efficiente et adaptée la réponse que nous apportons aux personnes qui en ont le plus besoin. C'est une responsabilité, on l'a dit et rappelé, qui est collective, et je sais là-dessus pouvoir compter sur vous, comme vous pouvez compter sur l'agence pour vous accompagner au quotidien. Merci. Le droit à l'éducation pour tous les enfants, quel que soit leur handicap, est un droit fondamental. La loi de la refondation de l'école de 2013 l'a rappelé et l'a consacré pour la première fois comme un principe d'inclusion scolaire. C'est un engagement collectif qui se justifie d'abord par le souci qu'a l'école d'offrir aux enfants une scolarité de qualité, mais également par les orientations données par le ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse pour la mise en place d'une école pleinement inclusive. Le travail est certes long. Vous savez aussi que la demande sociale est forte, mais elle est légitime. Le travail est long donc, mais il est engagé auprès des inspecteurs, des corps d'encadrement, que sont les chefs d'établissement des premiers et second degrés, des directeurs d'école et de l'ensemble des enseignants. Les portes de l'école, comme sur d'autres sujets, et je tiens à le dire ici, à remercier les personnels de l'Éducation nationale, se sont ouvertes, peut-être pas assez encore, mais en tout cas elles se sont ouvertes au médico-social depuis maintenant quelques années. Vous savez que nous continuons nos efforts d'ouverture de dispositifs d'accueil des enfants en situation de handicap, avec des dispositifs d'ouverture d'ULIS spécifiques qui deviennent petit à petit, et le département, en ce titre-là, Madame Sigler, je vous remercie d'ailleurs, est un peu exemplaire au niveau national, donc des ULIS spécifiques qui deviennent donc des unités d'enseignement externalisées et qui sont la preuve de cet engagement. Vous savez aussi, les interventions régulières, chaque année plus nombreuses des CESA dans les établissements scolaires, sont aussi la marque de cette dynamique. L'élaboration de parcours construits et co-construits avec l'ensemble des partenaires progresse en nombre et en qualité chaque année. L'enjeu aujourd'hui pour nous à l'Éducation nationale est effectivement de passer d'un accompagnement quantitatif à un accompagnement qualitatif. Le ministre a rappelé à la rentrée scolaire que par rapport à la moyenne des pays développés et de niveau équivalent de la France, la France se situe bien en termes de nombre de personnes qui accompagnent les enfants en situation de handicap dans le cadre scolaire. En revanche, quand on regarde la qualité de cet accompagnement, force est de constater qu'il n'est pas à la hauteur des taux d'encadrement. Et c'est la raison pour laquelle il faut que nous réfléchissions là aussi de manière collective et sans doute de manière partenariale à la manière dont on peut améliorer la qualité tout en conservant ce taux d'encadrement qui paraît favorable, même s'il peut aussi être parfois localement insuffisant. Je pense que c'est une collaboration qui est en même temps un engagement collectif, un engagement renouvelé au quotidien, qui se poursuit et qui s'intensifie.
Pour conclure, je voudrais remercier l'ensemble de nos partenaires dans ce projet commun de réponse accompagnée pour tous, dans un projet qui est un projet de convergence nécessaire et utile de l'ensemble des politiques publiques en faveur des personnes en situation de handicap. Merci et bonne matinée.